Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver dans votre quotidien sport avec le Dauphiné Libéré. Esprit Sport, c'est le rendez-vous des mordus avec des spécialistes qui vont tout vous dire sur ce qui se mitonne pour cette fin de saison. Éric Clair et Mathias Sarès, bonsoir. Bonsoir Lucille. Est-ce que le mental va bien? Très bien. Toujours un peu de pression avant un plateau? La bonne pression. De moins en moins. Ouais, en fait, si ça se trouve, vous êtes bien coachés, en fait. Et peut-être par nos invités. Ce sont les premiers confidents, ce sont des êtres humains complets, mais ils se résument parfois à une oreille, à une parole, à un repère. Quand survient une blessure, quand on pointe un match capital, quand il faut gérer un succès soudain ou une cruelle défaite. Christine Herrera, Simon Giraud, bonsoir. Bonsoir Lucille. Vous êtes préparateurs mentaux. Merci de nous avoir bien habillés ici ce soir. Non, manteau, vous préparez les mentales, évidemment. Vous connaissez tous les athlètes de haut niveau du bassin grenoblois et bien au-delà. Et tous vous connaissent, mais vraiment, en toute modestie. On va tout savoir sur votre rôle et sur le contexte actuel aussi. Dans un instant, certains de vos athlètes confidents peut-être sont dans le zap. Regardez. Ce n'est pas parce qu'on est moins médiatisé que les performances sont moins belles. À la une, le Pont de Cléguc waterpolo qui nage en plein bonheur. Après une large victoire à Saint-Maur, les poloistes gagnent le droit de jouer en élite et pourraient devenir champions de France le week-end prochain. Pendant ce temps, le FCG Rugby nage dans les profondeurs du top 14 avant le match de la survie le 2 juin prochain. Malgré une envie certaine de faire mieux à Pau, rien ne sourit cette fois aux Grenoblois dans le Béarn, défaite 22-0. Plus qu'une consolation pour les amoureux du ballon ovale, la grosse sensation de l'équipe 2 des Amazones, sacrée championne de France. En battant leurs homologues du Stade français, elle monte en Fédéral 1. Elles rêvent de monter en Ligue 2 féminine. Les basketteuses iséroises y sont presque. Pendant que les Voironnaises battaient Ifs en play-off, la Tronche-Mélan battait Strasbourg. Tout se jouera samedi prochain. Clap de fin, le GF38 termine sa première saison de Ligue 2 à la 9e place. La défaite 3-1 à Sochaux est anecdotique, autant que le dernier but grenoblois signé Romain Grange. On n'est pas peu fiers du Grenoblois Nance Peters qui s'est emparé du maillot blanc du meilleur jeune après la 9e étape contre la montre du Tour d'Italie. Le Mathésin est 3e au général. La Matésine de Nance Peters s'éclate aussi à 4 roues. Le rallye de la Matésine a brillé sous un ciel gris. Les Gapençais Romain Roche et Anthony Chabot sont les plus rapides de cette 37e édition. Et une qualif pour finir, les Centaures s'offrent les playoffs pour leur première saison de retour en élite. Après leur victoire à Marseille, les footballeurs américains de Grenoble peuvent rêver encore un peu. Alors, messieurs, dames, déjà, Christine, je vous ai vu ouvrir des grands yeux avec la première info, le premier résultat, les poloistes donc, qui montent en élite. Votre fils est poloiste, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, mon fils est poloiste, oui. Où ça? Eh ben, il a commencé à Pont-de-Clair, et puis après, il est parti sur l'INSEP, Barcelone, et maintenant, il est à Valence. Donc, un haut niveau, très haut niveau, alors. Il a été en équipe de France jeune, oui. Ouais, super, on va suivre ça un petit peu. Ils seront là la semaine prochaine, d'ailleurs, le Pont de Cléguc waterpolo, pour cocoricoter un petit peu avec peut-être un titre, mais très certainement un titre de champion de France. Vous, par contre, c'est quoi? C'est Nance Peters qui vous a fait réagir? Oui, on est du même village et que je suis bien ami avec ses parents. Ah, le village, c'est... Monesty-du-Percy, dans le Trièves, et non pas dans la Matésine. Ah ouais, c'est juste à côté, on l'a trouvé. Corelle de Il y a Clocher. marqué Matésine, vous allez voir sur... Enfin bref, puisque le Trièves et la Matésine sont deux territoires amis. Oui. Et tous les athlètes de l'entente athlétique de Grenoble se disent « Et nous ?» Et notre montée, bien sûr, on n'a pas zappé. Au contraire, la finale des interclubs, c'était l'événement du week-end devant la caméra de Pierre Mouni. L'élite leur tendait les bras, les athlètes grenoblois ont fait le grand saut. Galvanisés par l'enjeu et de surcroît à la maison, l'entente athlétique de Grenoble remplit son objectif et brille en finale des interclubs, forte d'un collectif soudé et de remarquables performances individuelles, avec des têtes d'affiche dans un grand jour. Je crois qu'il raterait ça pour rien au monde, parce que c'est quand même les modèles pour les plus jeunes. Et puis, ils ont vraiment à cœur de porter les couleurs de leur club. Pour eux, je pense que c'est super important.
Le vent et la pluie n'ont pas réussi à freiner les aspirations des athlètes grenoblois. Le décathlonien Bastien Ozeuil signe même son record personnel au javelot, mais lui qui pense d'abord collectif ne s'en contente pas. Je marque des points, mais on n'en a jamais suffisamment, donc j'aurais bien aimé apporter ma pierre à l'édifice sur le saut en hauteur. Bon, je l'ai apporté avec le javelot, voilà, c'est pas grave. Si l'athlétisme reste un sport individuel, aux interclubs, on court en équipe, comme en famille et devant son public. Pour la marche Julia Perrichon, ça donne des ailes. La championne de France junior remporte haut la main le 3000 mètres. Je retrouve les personnes avec qui je m'entraînais avant, parce que maintenant je suis interne au Krebs à Nancy, du coup je m'entraîne là-bas, je suis plus sur Grenoble. Du coup ça fait toujours plaisir de retrouver un peu tous mes copains du club. Il y a toujours une super ambiance, c'est toujours très bien organisé, le club fait ça super bien. Mais non, ouais, c'est cool d'être à la maison, au moins on perd pas de temps à faire le voyage et tout, donc c'est plus agréable. Les athlètes peuvent désormais se tourner vers leur prochaine compétition. Tokyo 2020 pour les uns, Paris 2024 pour les autres. Le club, lui, peut préparer sereinement sa prochaine saison dans l'élite française. Ah, on est très content parce qu'on est très chauvin. On avait reçu Thibaut Collet notamment et Julien Olivas la semaine dernière. Voilà, ils l'ont fait, c'est une super nouvelle. Alors, parmi les satisfactions individuelles, alors on a vu Julia Perrichon qui est donc première du 3000 mètres marche en 14,06,72 exactement. Elle reprenait l'entraînement depuis 3 semaines seulement après un tout petit pépin de santé. On a Quentin Malric aussi qui est premier du 1500 mètres. Bastien Ozeuil, on l'a vu. Et Lorline Chex en longueur, ils battent leur record. Manuel Saint-Jean, deuxième du 3000 mètres. Damien Cesaré, troisième du 400 mètres haies. Bon, il y avait aussi Mathilde Demas, je crois qu'elle n'est plus à l'EAG, mais la grenobloise, voilà, elle est perchiste. Elle bat de 3 cm son record à 4,10 mètres. L'athlète, c'est votre truc, hein, je crois. Oui, j'ai un certain nombre d'athlètes qui font de l'athlétisme, soit en épreuve individuelle, soit en décathlon. Dont Bastien, on peut le dire, Bastien Ozeuil. Oui, Bastien à Grenoble, oui, bien sûr. Et Margot Nicolin aussi à Grenoble. Parfait. Pour l'athlétisme. Absolument. Et c'est de bon augure. Hein. Alors pour certains, c'est vrai que c'est Tokyo. C'est Tokyo l'an prochain. Pour d'autres, c'est Paris 2024. Comme par exemple les frères Collet ou Julia Perrichon. Ouais, ils n'ont pas tous les mêmes échéances, les mêmes objectifs, mais voilà. C'était une bonne reprise pour eux dans des conditions qui n'étaient pas faciles. On l'a vu sur les images avec de la pluie, avec du froid, mais ils ont réussi, les Grenoblois, à tirer leur épingle du jeu et assurer la montée. C'est sûr, et c'est tant mieux. Alors voilà pour les bonnes nouvelles. Le chiffre de la semaine, il n'est pas joyeux. Et Eric Clair non plus, il n'est pas joyeux. Lui qui aime le rugby, ce soir, évidemment. Il n'est pas joyeux ce soir. Le chiffre, c'est le chiffre 0. 0 comme le nombre de points inscrits par les rugbymen du FCG samedi au stade du Hameau à Pau. On a vu les images, voilà, sur une belle déculottée pour finir pratiquement la saison. Oui, c'était l'avant-dernier match. Voilà, c'est un score qui n'est pas si anecdotique que ça, parce que c'est seulement la 4e fois sur 175 matchs de la saison où une équipe n'arrive pas à inscrire le moindre point. Et à noter que les 3 précédentes, c'était Toulouse qui avait infligé ces corrections à Toulon, Bordeaux et Agen. Sauf que là, cette fois-ci, alors pardon, on ne va pas encore les défendre, on sait qu'on est chauvin, mais tout de même, il y a eu plus de choses, en tout cas dans le jeu, plus d'intention notamment, que la semaine dernière face à Agen. Oui, on peut regarder ça comme ça. Après, il faut gagner des matchs aussi, parce que, notamment dans les semaines prochaines, parce que même avec du beau jeu, il faudra quand même gagner. Donc, oui, mais ils sont barragistes là, ils préparent les barrages. On ne pourra pas se contenter dans 15 jours d'un bon match avec des bonnes choses. Il faudra gagner pour assurer le maintien en top 14. Mais oui, mais il faut l'assurer aussi ce maintien, ils n'allaient pas se blesser. Oui, ils ont fait toute la saison, ils font des bons matchs avec des bonnes choses. Ils n'allaient pas se blesser, mais après c'est vrai que c'est quand même dommage de ne pas avoir joué entre guillemets ce match à fond avec l'équipe type. Sachant qu'il y a encore 2 semaines de repos avant le barrage, c'était l'occasion de se confronter à un adversaire très relevé dans un stade qui leur était hostile pour préparer au mieux le barrage qui arrive aussi. L'équipe type, on a besoin de tout le monde justement, parce que l'équipe type, elle n'a pas été à la hauteur tout au long de la saison aussi, donc il faut peut-être aussi chercher un nouveau modèle. Il y a des choix difficiles à faire, effectivement, c'était un match à l'extérieur, sans enjeu, avec la volonté aussi de préserver certains cadres en vue du barrage. C'est vrai qu'au niveau de la gestion de l'effectif, ce n'est pas des choix faciles à faire. Non, à noter quand même un non-essai de Lucas Dupont, mais il y avait encore une fois de l'intention. Voilà, il y a eu une petite pointe de pied qui malheureusement n'était pas au bon endroit. On leur envoie des ondes positives quand même un peu au FCG. On est très supporters du FCG, bien sûr. On a vraiment envie qu'ils se maintiennent dans ce groupe, dans ce top 14 et qu'ils se refassent une jolie cerise, voilà, dans cette élite. Allez, on a le temps de passer la découverte.
C'est un art urbain, mais c'est aussi un sport olympique. C'est officiel, la breakdance fera son apparition à Paris 2024. En attendant les compétitions dans notre région, ça va venir. Il y a un grand rendez-vous qui est culturel et qui a lieu depuis des lustres à Pontcharra. Ça s'appelle le Who's Got the Flower avec l'accent. Et on retrouve Lina Badreddine. Bienvenue aux qualifications internationales de compétition de b-boying, plus communément appelé breakdance. Le festival de hip-hop Who Got the Flower basé à Pontcharra accueillait pour ses battles 60 équipes de 3 danseurs, dont 16 iront en finale. On est venu pour s'amuser avant tout. Après, si on peut gagner, forcément, ça reste un battle, du coup ça reste une confrontation, mais toujours dans le bon esprit, puisque de toute manière, comme j'ai expliqué, c'est un événement qui est avant tout hip-hop et c'est pas juste une compétition ou juste un spectacle. Donc en soi, on vient pour participer, mais surtout pour bien s'amuser et pour prendre plaisir, quoi. Les crews viennent du monde entier, du Costa Rica à la Russie, en passant par le Kazakhstan et l'Espagne. This event Ce rendez-vous est un très bon événement dans notre petit monde. On en a parlé entre nous et on s'est dit, ça serait bien d'y être. Tu as déjà été? Non, moi non. Cette année, allons-y ensemble. Ok, on y va. Et beaucoup de gens de Barcelone sont venus. Pour cette 6e édition, un jury exclusivement féminin, avec pour critères la musicalité, la créativité, la dynamique, l'originalité, mais surtout leurs propres observations selon leurs connaissances. Il y a des objectifs multiples, il y en a plein. Promouvoir effectivement la culture hip-hop auprès des gens du Grèce-Givaudan et d'ailleurs, le faire découvrir, faire rencontrer les publics, les jeunes, les moins jeunes, les danseurs, les non-danseurs, la rencontre, le partage. On cherche beaucoup aussi à donner un exemple sur l'écologie, il y a du travail à faire, on fait ce qu'on peut à notre niveau. Et surtout, le festival God of Flower, c'est une grande excuse pour faire la fête tous ensemble et se réunir et passer un bon moment. C'est ça l'objectif. Ah, on peut se faire mal, hein, aussi. Alors, sport ou pas sport pour vous? Sport. Oui, sport. Définitivement, ça c'est sûr. Eric Claire a un problème de casquette à l'envers. Ouais. Ça n'est pas considéré un sport hein, quand on a des casquettes comme ça. Ce sera peut-être le dress code, hein, port obligatoire de la casquette à l'envers. Non, plus sérieusement, Mathias, toi, c'est quelque chose qui t'inspire? Ouais, moi, je pense que c'est un sport. Hein. Déjà, quand on voit les figures qu'ils réalisent, c'est pas plus facile que faire des figures en gym. Et puis, aux Jeux Olympiques d'hiver, il y a bien la danse sur glace, Absolument. qui est aussi une discipline qui est à cheval entre l'art et le sport, avec des figures imposées. C'est ça, c'était des danses de salon au départ, hein, voilà. Mais sur la glace. Donc là, quand on voit l'engagement physique et la préparation de ces athlètes, si le sport est formalisé, c'est un peu le débat, avec des figures imposées et une partie libre, ça a totalement sa place aux Jeux Olympiques, selon moi. C'est sûr, ça va évoluer. Il y a quand même 5 ans aussi, donc on est sûr qu'on va voir. Non, Eric a rien à faire. Eric, lui, préférait les boules, c'est ça? À ce rythme-là, on a la course de trottinette dans 4 ans. Et alors, ça, c'est vachement bien. Il y a de la trottinette. Pas électrique, Attention. Le débat est ouvert. Il y a de la trottinette de haut niveau quand même, hein, sur les... Si, attention. Allez, Mathias, la semaine prochaine, on découvrira d'ailleurs non pas une as de la breakdance, mais il y a un peu de ça hein, quand même dans ce sport. Un petit peu aussi à cheval entre le sport et l'art, ce sera le freestyle, le football freestyle avec Paula Gomez, qui est une grande championne de notre territoire. Et une ambassadrice de la Coupe du Monde féminine de football à Grenoble à partir de c'est début juin, justement. On en parlera largement ici. Pour l'instant, on a beaucoup de choses à se dire avec nos invités. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu dans la réussite d'un sportif. Il y a la génétique, l'âge, le talent, le travail et aussi le mental. C'est celui qui va faire qu'un bon jour, ça passe, un mauvais jour, ça passe pas. Nos invités n'ont pas la solution miracle, mais ils permettent de gérer une préparation, de gérer une carrière, une réussite, un échec, une reconversion aussi. Alors, Christine Herrera, Simon Giraud, vous êtes donc préparateurs mentaux et vous intervenez auprès de nombreux sportifs de haut niveau de la région. D'abord, alors, un préparateur mental, c'est pas un psychologue. Hein. Non, pas du tout. C'est quoi alors? Moi, je dirais qu'on travaille sur des processus qui sont différents. On travaille surtout sur des processus cognitifs et motivationnels, ce qui n'est pas le travail d'un psychologue. On n'est pas thérapeute du tout. D'accord. Il n'y a pas une formation de préparation mentale, de thérapeute, de psy, non. Il y a une formation de préparation mentale, bien sûr. C'est spécifique. Bien sûr. Préparation mentale spécifique au sport d'ailleurs.
Entre autres, oui, il y en a qui sont spécifiques à l'entreprise et d'autres qui sont spécifiques au sport. D'accord. Vous, Simon, non plus, vous n'étiez pas psy. Pas du tout. Et je ne souhaite pas le devenir non plus. D'accord. Il existe, je crois, en France, 4 ou 5 DU, diplômes universitaires de préparation mentale, pour le sport de haut niveau. Après, il faut savoir qu'il n'existe pas en Europe aujourd'hui de certification sur la préparation mentale. Il n'existe rien du tout en formation diplômante et reconnue. D'accord, donc ni psy, ni athlète de haut niveau. Vous-même avez été athlète? Pas du tout. Moi, oui. Ah, en quoi? En gymnastique. Ah, très bien. À Grenoble? À Saint-Martin-d'Air. Parfait. Alors oui, c'est vrai, c'est ce qu'on disait, on a l'impression que tout le monde connaît nos invités. Hein. Vraiment, vous avez un carnet d'adresses incroyable. On a l'impression que vous vous occupez de tout le monde et que tout le monde vous connaît. Justement, aujourd'hui, est-ce qu'un sportif de haut niveau peut réussir sans préparation mentale? Bien entendu. Quand même, je pense qu'on ne peut pas dire que sans préparation mentale, ils ne peuvent pas réussir. Maintenant, je pense que ça les aide largement et que ça peut les aider surtout à développer d'autres habiletés. Quelle part, justement, attribuez-vous à la réussite d'un sportif de haut niveau? C'est difficile à quantifier. Oui. Pour compléter ce que disait Christine, moi je pense qu'un athlète ne peut pas réussir sans préparation mentale, mais il peut réussir sans préparateur mental. C'est-à-dire qu'il peut, lui, travailler de façon structurée, organisée, etc., et entraîner sa tête à la réussite, et à être non impacté par les différents problèmes ou échecs qu'il peut rencontrer. Mais il peut le faire tout seul. Alors, c'est plutôt laborieux et ce qu'on voudra, mais aujourd'hui, il a besoin de ça, sans parfois s'en rendre compte. D'accord. Après, moi, c'est ma façon de voir. Hein, je pense qu'aujourd'hui, tout sport confondu, les 150 ou 200 meilleurs mondiaux, ils ont tous le même niveau technique, mais vraiment tout sport confondu. Et ce qui va faire la différence, c'est comment ils vont être audacieux, comment ils vont se mettre dans l'état de flow et comment ils vont aller chercher ce petit quelque chose en plus qu'ils vont gagner régulièrement. Pas gagner une fois, mais gagner régulièrement. On va juste voir, juste pour parler plus concrètement, qui sont les personnes dont vous vous occupez. Voilà Loïc Godener, donc, qui sont tout à fait prêts à en parler, hein, d'ailleurs, qui est au FCG. Simon Fourcade, le biathlète, ex-biathlète désormais. Mathias Arnaud aussi, ex-brûleur de loup lui aussi. Auréane Desvaluez, Jordan Potin, on a dit aussi tout à l'heure, donc des athlètes. Donc ça, ce sont vraiment pour les personnes qui nous parlent peut-être un petit peu plus. Des athlètes aux environnements complètement différents. Donc vous devez vous adapter aussi aux disciplines, connaître les contexte. Alors en ce moment, on sait qu'en plus, le contexte est compliqué. On parle de montée, on parle de descente. Et il faut gérer aussi, ces moments-là. Oui, c'est des moments qui sont toujours difficiles ou qui sont porteurs de bonheur, mais à travailler, quoi qu'il en soit. Vous devez connaître un petit peu les nuances, un petit peu des différents sports, où c'est facile de passer de l'un à l'autre ou... Alors, en ce qui me concerne, c'est presque un choix délibéré de ne pas connaître les sports avec lesquels je travaille, de façon à jamais, absolument jamais, marcher sur les plates-bandes du coach technique ou du préparateur physique, de façon à ce qu'on ait des vrais échanges et des vrais apports respectifs. Et à partir de ce moment-là, ça fonctionne plutôt bien. Alors souvent, je me fais charrier par Bastien parce que c'est temps de passage, etc., etc. Je suis à la rue complet, quoi. Hein. D'accord. Je suis incapable de dire... Oui, c'est ça. D'accord. Le record, là, il est à combien au lancer du javelot? 65,09. Voilà, c'est ça. Ça va, c'était hier. Alors, aujourd'hui, justement, dans le sport de haut niveau, les athlètes sont entourés par des staffs qui sont vraiment étoffés. J'imagine que quand on est sportif, par exemple au FCG ou même au GF38, on a beaucoup d'interlocuteurs qui essayent justement de nous faire passer des messages de motivation, de préparation mentale. Est-ce qu'à un moment, ça ne vient pas interférer quand il y a plusieurs interlocuteurs ? Pour ma part, dans la plupart des situations, j'essaye de travailler avec les entraîneurs. Et du coup, quand chacun a vraiment sa place, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Le plus bel exemple pour moi, c'est vraiment Guy Larocca, au NC Alpes, qui travaillait avec Jordan. Voilà, qui m'a laissé toute la place, ou encore Christophe Menot cette année en volleyball, et voilà, on avait chacun notre place, personne n'empiétait sur le travail de l'autre, et là ça devient très intéressant parce que il se passe pas, cette situation n'arrive pas, quoi. Donc les clubs vous acceptent vraiment. Ouais. Et sur les sports collectifs, vous travaillez sur l'ensemble du groupe ou individuellement sur chacun d'eux? On avait reçu le volet ici justement qui nous en avait parlé. Alors moi, perso, je ne travaille pas avec les sports collectifs. Ce serait avec plaisir. En fait,
s'il y en a qui sont intéressés, ce sera avec plaisir d'aborder ça. Toi, je sais que tu bosses un peu avec des sport co. Ouais, moi, quand je travaille avec des sport co, je demande les deux, en fait. Généralement, j'interviens avec eux en cohésion de groupe, en formation d'équipe, et j'ai des entretiens individuels au cabinet aussi. Voilà, ce qui permet de fonctionner avec les besoins de chacun aussi, dans ces moments-là. Alors, vous ne pouvez pas empêcher des défaites, vous ne pouvez pas empêcher des descentes non plus. Aussi, vous pouvez peut-être aider aussi à mieux aborder des matchs. Je ne sais pas ce que vous inspire le contexte actuel, par exemple, du FCG, qui broie du noir, quand même, vraiment, qui a eu une longue spirale négative, qui a eu parfois du mieux. Là, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez intervenir ici. Je crois que l'important, c'est pas vraiment ce qui nous arrive, quand on a la responsabilité ou pas, c'est plutôt ce qu'on en fait. Moi, je sais que je suis très peu attaché au passé, juste pour l'histoire ou juste pour l'expérience, mais plutôt ce qu'on en fait. Aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut sur ce qui s'est passé, sur la saison, sur les saisons antérieures, etc., etc. C'est réellement qu'est-ce qu'ils vont construire à partir de l'histoire qu'ils ont vécue ici. Et Christine ou moi, on peut avoir des rôles à jouer avec notre approche et tout ce qu'on sait sur comment fonctionnent les émotions, le cerveau, etc., pour les aider à en faire quelque chose et à construire de façon pérenne. Vis-à-vis des staffs, je parle souvent en termes de sport co, vous avez été souvent perçus comme des gourous. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une évolution positive de ce point de vue-là ? Moi, oui, vraiment. Vraiment. On n'est plus du tout des gourous. Non, je pense que c'est quelque chose qui se démocratise aujourd'hui. Et la plupart des entraîneurs sont contents de nous avoir et ça se passe vraiment bien, quoi. Mais néanmoins, j'ai eu quelques petites remarques. Ouais, moi, j'ai eu... à l'époque, c'était en 92, j'ai eu fait des choses un peu en cachette dans les voitures avec les athlètes. Alors des fois sous couvert d'un entraîneur ou deux, mais il fallait pas trop que ça se sache, etc., quoi. Et puis après, c'est l'expérience et le fait qu'on soit toujours là après des années et sans avoir voulu prendre possession de l'athlète ni diriger. Notre boulot, c'est d'être au service de l'athlète. C'est pas... Et de l'amener vers l'autonomie. Ouais. Et pour en avoir parlé avec des membres du staff du FCG dans un passé relativement récent, ils n'étaient pas très ouverts justement à lâcher un petit peu une part de leurs prérogatives auprès de leurs sportifs. Oui, en France, c'est encore le cas. Ouais. Alors, c'est le cas, je pense qu'on va essayer de l'écouter tout de suite. Loïc Godener qui nous a expliqué comment il a pu faire cette démarche et ce que ça lui a apporté. Au début, il y en a qui pensent que c'est un psy ou c'est quelqu'un, pas du tout, c'est quelqu'un qui apprend aussi à nous redécouvrir, à prendre confiance, à savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et surtout à prendre confiance en soi et à utiliser le meilleur potentiel qui est en nous. Et voilà, elle l'a fait humblement, elle est venue comme ça, et je pense que voilà, depuis que je travaille avec elle, en tout cas, je me rends compte que j'avais certaines choses, certaines attitudes avant qui n'étaient pas bonnes pour moi et peut-être pour le groupe qui était néfaste. Et voilà, j'ai appris, on a travaillé, on continue à travailler ensemble. Donc voilà, moi, en tout cas, elle m'a beaucoup aidé sur le plan mental. Voilà, Loïc Godener qui n'a donc que du positif de tout ça. On poursuivra nos échanges dans le bonus d'Esprit Sport, d'ailleurs, tout de suite après cette émission, sur notre site internet, bien sûr. Vous verrez ça aussi vendredi dans Esprit Sport, le best-of. Mathias, un super agenda tout de suite, allez. Et on continue avec les crossovers. On a vu les rugbymen au foot. On va voir maintenant des hockeyeurs au basket face au SC Giers. Ce sera mercredi 22 à 20h au Palais des Sports de Giers, justement. Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 à Saint-Égrève, compétition nationale de tennis de table. Ce sera au gymnase Balestas. Il y aura 180 joueurs de National 181, pas 180 de National 1, National 2, National 3. Samedi et dimanche, il y aura aussi à Cessinet-Parisais, au complexe sportif Aristide Bergès, les demi-finales des championnats de France N1, N2, N3, d'escrime. Donc ce sera à 8h le matin et les finales dès 16h l'après-midi. Le soir, à 20h, le BCTM reçoit IF au gymnase Doyen-Gosse. Donc faut y aller. Peut-être la montée en Ligue 2, on l'espère. Dimanche, le marathon du Grésivaudan, c'est le seul marathon en Isère. Il y aura aussi un semi et un 10 km. Départ
à 8h au Versou. Et puis à 15h, il y aura aussi le gala du club de patinage de Grenoble. Il faut y aller, il y aura beaucoup de monde. 500 licenciés et 500 patineurs sur cette glace avec Kevin Emos notamment. Vraiment le numéro 1 français du moment. Voilà, il faut absolument y aller le voir, le champion de France en titre. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci encore, messieurs, dames, à très vite. Merci beaucoup. Merci. Le bonus d'Esprit Sport, ça débat beaucoup ici sur ce plateau avec les préparateurs mentaux Christine Herrera et Simon Giraud qui donc sont les préparateurs mentaux de nombre de sportifs de haut niveau sur la région. Avec donc Éric Clair et Mathias Arès qui demandent des conseils pendant les jingles. Voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup à se dire, messieurs, dames. Et notamment, alors on était très inspirés par le contexte qui souvent est négatif. C'est là que je pense que dans le positif, vous avez beaucoup aussi à apporter sur la gestion des succès, mais la gestion des échecs, vous n'empêchez pas les échecs. En revanche, vous permettez aussi aux sportifs de mieux appréhender une spirale de défaite, un événement qui arrive dans une spirale compliquée. C'est ça votre rôle, en fait? Oui, entre autres. Je rebondis sur ce qui est passé tout à l'heure là, avec Loïc. Entre autres, ça a été ce travail-là pendant la période de blessure. Il a fallu qu'on continue de travailler et surtout envisager la reprise et la densité à laquelle il allait reprendre ce travail-là. Donc oui. Un athlète qui occupe un des premiers rôles, un troisième ligne très important au FCG. On a beaucoup parlé de lui aussi. Il est souvent médiatisé. Vraiment. L'équipe de France. Vraiment. Absolument. Les Barbarians. Parfois, un joueur dans un sport collectif, il y a aussi de la concurrence dans un même groupe aussi. Donc, vous apprenez peut-être aussi à gérer les relations humaines. Est-ce que ça se passe parfois pas bien aussi d'ailleurs pour certains? Comme dans tout groupe, je pense qu'il y a des difficultés à partir du moment où c'est un groupe. Mais là, pour le coup, moi, le travail que j'ai fait avec Loïc, c'était surtout un travail lié à sa blessure et à sa période d'arrêt. Justement, c'est compliqué à gérer une blessure pour un sportif. Vraiment. Pour moi, c'est la reprise qui est compliquée, en fait. C'est-à-dire que il y a le moment où on n'a plus mal, mais où on n'a pas complètement guéri encore. Et puis le fait qu'on ait vraiment envie de reprendre, qu'on a envie de reprendre son statut, qu'on a envie de reprendre sa position. Et à ce moment-là, il faut justement se concentrer sur ses bases techniques, et d'où le travail qu'on a fait avec Margot Nicolin et Martial Ozeille, son entraîneur, pour justement être vraiment dans une reprise douce, avec malgré tout du résultat, pour continuer à aller de l'avant et pas s'effondrer. Il y a pendant la blessure aussi, on se fait piquer sa place. Il faut aussi gérer son orgueil, se demander est-ce que je vais pouvoir revenir à la place qui était la mienne? Est-ce que physiquement, et puis aussi avec le contexte, on a peut-être pris ma place? On va dire que dans notre métier, on essaye de faire de l'ego une force plutôt que quelque chose qui nous descend, quoi. L'absence de résultat aussi, c'est quelque chose, quand le doute vient s'immiscer un petit peu dans l'esprit des sportifs, c'est délicat à gérer? Oui, bien sûr que c'est délicat à gérer, mais ça fait partie de notre travail aussi, de travailler avec eux sur des attitudes beaucoup plus positives et sur ce que leur apporte cette période-là. L'absence aussi de jeu, pour certains sont professionnels et ne jouent pas. Ou sont remplaçants. Bien sûr. Ou sont remplaçants et ne jouent pas non plus. Bien sûr. Donc, est-ce que vous intervenez aussi là-dessus? Est-ce que ça vous arrive? Moi, ça m'arrive, oui. Alors, tu interviens peut-être moins sur les sports d'équipe, mais oui, moi, ça m'arrive, ce travail-là. Mais pareil, on est toujours centré sur leur performance et sur les différents progrès qu'ils peuvent arriver à mettre en place avec des habiletés, travaillant la concentration ou l'intensité, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou la densité de travail, etc. Oui, parce que vous n'êtes pas un conseil. Vous n'êtes pas un conseil de carrière comme un agent ou comme un psychologue. En tout cas, on s'exprime, on apprend peut-être à avoir des rituels aussi. Entre autres, les rituels de performance, toutes ces routines-là, qui sont nécessaires aussi à la confiance. On parle beaucoup de problèmes pour des raisons négatives. Est-ce que aussi les trop bons résultats, être sous le feu des projecteurs pour diverses raisons, que ce soit en collectif ou en individuel, ça peut créer des blocages aussi chez les sportifs? Alors, moi j'ai effectivement quelques athlètes où ça peut être un frein à la performance. C'est-à-dire que qui disent en fait je sais pas quoi dire quand on me dit qu'est-ce que tu vas faire après. Donc déjà c'est souvent ça commence comme ça, et après c'est de dire ouais mais moi j'ai pas envie que les journalistes ils viennent me parler ou
où on va me poser plein de questions et j'ai pas envie qu'on me pose des questions. Et l'air de rien, quand on est chronométré au centième, au millième, ou que ça se joue à pas grand-chose, c'est des petits freins qui peuvent être des freins à la performance. Tout l'environnement, en fait, cet environnement-là. Ah oui, complet, jusqu'à tout l'environnement, effectivement. On ne peut pas se contenter de dire on va juste travailler la technique et on va juste travailler le physique et on va juste travailler la tête sur un événement spécifique. Finalement, la préparation mentale, c'est pas faire tomber des barrières psychologiques qu'on se met nous-mêmes. C'est lever des freins. Je crois que c'est surtout ça pour certains, mais pour d'autres pas du tout, hein, parce que ce que je dis souvent, c'est qu'on ne va pas voir un préparateur mental que parce que ça ne va pas. On a aussi beaucoup de sportifs qui vont très bien et qui sentent que la différence peut se faire aujourd'hui avec le mental et qui viennent travailler en préparation mentale parce que ça peut être le petit plus alors qu'ils performent déjà. Hein. Je crois qu'en fait, dans préparation mentale, il y a préparation. Le préparateur physique, on ne le ferait pas venir après. C'est ça. En disant « Ah bah tiens, il s'est blessé, on va prendre un préparateur physique ». La préparation mentale, c'est pareil. Donc théoriquement, ça intervient avant. Et chez nous, c'est encore bien ancré que sur un athlète qui n'a pas le moral, un athlète qui ne performe pas, etc., qui ne va pas bien, en clair, on lui dit va voir un préparateur mental. Donc globalement, des fois, il vaut mieux le réorienter vers, effectivement, à ce moment-là, une structure qui fait de la psychologie du sport, etc., pour soigner une sorte de kiné de la tête, on va dire, par rapport à nous. Et puis, nous, on travaille avec des gens qui vont pas trop, des fois pas trop bien, mais aussi avec des gens qui vont plutôt très bien. Et est-ce qu'à travers vos expériences, vous avez eu des athlètes qui ne vous ont pas donné accès à leur mental, qui ont été hermétiques à vos discours? Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne sais pas si on peut dire hermétique ou pas. Vous n'avez pas pu aider, en tout cas. J'ai un athlète avec qui on a fait des choses vraiment, vraiment exceptionnelles et qui était vraiment une opération one-shot sur un événement énorme. Et puis après, quand on a voulu travailler dans le temps, il était pour moi, un peu trop dans le contrôle. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas su trouver les clés pour l'accompagner. Hein, je ne lui jette pas la pierre. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, à un moment, je crois que c'est important qu'il y ait cette part de feeling et cette autorisation un peu impudique de pouvoir fonctionner et de pouvoir moins gérer. On peut avoir aussi des prédispositions à un bon mental, justement à performer sans forcément beaucoup travailler sur son mental. Moi, je crois pas. À un très haut niveau. Hein. Après, je pense que pour aller chercher vraiment le haut niveau, à un moment, il faut entraîner sa tête comme on entraîne le reste, quoi. Je veux dire, on le disait tout à l'heure, excuse d'athlète ou excuse de journaliste, ils n'avaient pas le mental qu'il fallait, ci, ça, etc. Mais globalement, le temps passé à entraîner sa tête par rapport à entraîner son corps et à entraîner la technique, c'est anecdotique, quoi. Et s'il y en avait des athlètes qui passaient autant de temps à entraîner leur tête sur des exercices divers et variés, mais des petits exercices sur l'enjeu, sur ci, sur ça, ça changerait tout. Parfois, par contre, certains athlètes sont plus réceptifs. Donc le travail se fait parfois plus rapidement ou plus finement. On sait qu'avec certains athlètes qui sont très intelligents, ou en tout cas qui ont une intelligence spécifique, ils se prennent beaucoup de la tête aussi. Et ils sont hyper émotifs. Donc, est-ce que vous avez aussi souvent ce cas? Et notamment dans un collectif, c'est difficile à gérer? Oui, moi j'ai le cas, je le rencontre, je leur dis des fois, je dis qu'ils sont très cérébraux, je leur dis il faut laisser tomber votre tête, la mettre de côté parfois, parce qu'ils essayent de tout analyser en fait. Donc c'est surtout ça, et je leur dis et je le répète sans cesse que plaisir et lâcher prise, c'est les deux éléments principaux de ce travail-là et de leur performance. Et donc le lâcher prise, c'est compliqué quand on est athlète de haut niveau. Et est-ce que vous avez aussi, on parlait tout à l'heure de personnes qui peut-être n'étaient pas très réceptives, est-ce que le contraire arrive? Est-ce que vraiment, parfois, on sait que parfois vous êtes le premier interlocuteur après une défaite, après une victoire. Est-ce que vraiment, parfois, vous avez l'impression de prendre trop d'importance? Est-ce qu'il y a presque une dépendance aussi au préparateur mental? Alors en ce qui me concerne, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que je rajoutais quand Simon intervenait, je disais, moi, l'objectif, c'est vraiment de les rendre autonomes. Vraiment. C'est pour ça que j'apprécie d'aller les voir sur des matchs ou sur des compétitions, mais pas toutes. Parce qu'en fait, ils s'habituent vite au fait qu'on soit là. Ils ont vite l'impression que si on est là, ils gagnent. Si on n'est pas là, ils ne gagnent pas. Donc voilà, on est un peu le gris-gris et ça, il ne faut pas. Et ça arrive souvent, ça, alors? Ouais. Si on les laissait faire, parfois. Oui. Il faut pas. Je crois qu'il faut savoir rester à sa place. Nous, on arrive
aujourd'hui, hein, on arrive à la fin, une fois qu'il y a eu le prépa physique, une fois qu'il y a eu la technique, une fois qu'il y a ci, une fois qu'il y a ça. Et il faut toujours se rappeler que dans notre métier, c'est l'athlète qui fait le boulot, quoi. Hein. Nous, on est une petite partie. Et voilà, c'est l'athlète qui fait le boulot. Il faut lui rappeler que c'est lui qui fait le boulot et que, certes, on a des ouvertures, on a des choses qui sont un peu nouvelles par rapport à tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a appris. Tu parlais de lâcher prise. Dans une société où en fait on nous oblige à tout contrôler, à tout maîtriser, et ci et ça, l'athlète il commence à être dans les stats, à être dans ci, à être dans ça, et il oublie ses ressentis, etc. Et nous on arrive, on dit des choses comme ça. Des fois ça peut être un peu un émerveillement, mais toujours il faut lui rappeler que c'est lui qui fait les choses. Nous on n'est que des accessoires à son service pour la perf, quoi. Par contre, bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Je pense qu'aussi on est le premier interlocuteur. Il y a un match, on sait que quelques minutes après, on va les avoir au téléphone, ils nous en parlent. Et c'est ce fameux débriefing à chaud et à froid qui nous est très utile et qui leur est aussi très utile. Est-ce que chaque club aura son préparateur mental à l'avenir ? Je l'espère. J'y crois en tout cas parce que je trouve que ça change beaucoup et que ça progresse beaucoup. Vous êtes indépendants, hein, tous les deux. Oui. Oui, moi aussi, je souhaite que les clubs aient un ou des préparateurs mentaux, c'est pas... mais qu'il y ait au moins une structure par rapport à ça. Et voilà, si mon rêve le plus fou, ce serait que ce soit les coachs et entraîneurs qui soient les premiers formés, en fait, les premiers à passer, de façon à ce qu'ils deviennent pendant les compétitions, et uniquement pendant les compétitions, non plus des entraîneurs, mais des managers, en fait. Je pense que le sport de haut niveau de demain fera qu'on aura sur le bord des terrains, tout sport confondu, des managers et non plus des coachs. Ça nous inspire à fond, tout ça. On n'arrête pas de se regarder. Allez, dites-nous. Et les sportifs apprennent forcément beaucoup de vous, mais est-ce que vous apprenez aussi de leurs expériences ? Vraiment. Alors, moi, dans mon fonctionnement, j'ai créé une association qui s'appelle l'Académie de la Performance. Oui, il y a un site internet qui s'appelle perfacademy.fr. Bien sûr, on va en profiter. Et en fait, le but de cette association, qui est de faire la préparation mentale pour sportifs de haut niveau, c'est de fédérer l'ensemble des athlètes et des expériences que je peux avoir avec chacun d'eux, de façon à pouvoir les transposer pour les uns, pour les autres. J'ai souvenir, je rentrais de Lille où j'avais bossé avec des athlètes à Lille et où j'ai eu une biathlète au téléphone et qui m'a dit quelque chose et dans le TGV, j'ai fait un bout de vidéo sur la tablette et que j'ai envoyé à tous les athlètes parce que ça pouvait servir à tout le monde. Donc oui, il y a énormément d'apprentissages qui sont faits dans le sens athlète vers moi, pour ce qui me concerne. Ouais, moi, ce que je fais parfois, c'est que je les fais se rencontrer. Voilà. Donc, avec certains qui rencontrent les mêmes problématiques ou qui ont les mêmes envies ou les mêmes projets, je leur propose de se rencontrer, même s'ils sont de disciplines complètement différentes. Et donc, ça, c'est très, très, très intéressant. On sait que les rugbymen ont rencontré les brûleurs de loups, eux qui sont dans la difficulté, ont vu arriver la Coupe Magnus dans le Stade des Alpes. Le FCJ a aussi rencontré le GF38 d'ailleurs à l'entraînement. On va voir ça dans Esprit Foot, d'ailleurs, mardi. C'est ça. C'est ça, Mathias, super initiative que vous verrez avec des images qui font du bien aussi dans cet univers tellement concurrentiel et professionnel. Voilà, toutes ces performances, ça fait du bien. En tout cas, merci beaucoup merci à vous de nous avoir permis de mieux merci faire connaissance avec votre univers, celui dont on ne se doute pas toujours de nos athlètes de haut niveau. Merci à vous aussi.